Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Vous êtes déjà presque 100 personnes sur ce webinaire. On va attendre une petite minute, qu'il soit 10 heures et que tout le monde puisse se connecter. Et puis, on va pouvoir se présenter. Ah, ce qui serait intéressant, c'est par curiosité, hein, c'est de mettre juste le département ou la ville. Oui, c'est très sympa. Voilà, bonjour Émilie de La Rochelle. Alors, il y en Bonjour a à plein qui Émilie sont de de La La Rochelle. Rochelle. J'adore, moi nous sommes de Poitiers, tout au Voilà. nord, nous sommes les ch'tis de la Nouvelle-Aquitaine. À Poitiers, c'est bien. Ah, À nous avons les Anglais. Bordeaux-Harry-en-Masse. Bonjour Céline de Poitiers, Jocelyne Ah, aussi. Sarlat, Bon. quelle belle ville. N'hésitez pas à passer nous voir aux 7 places de Bretagne dans le quartier des Couronneries après, on vous recevra avec grand plaisir. Voilà. Oh, l'île d'Oléron, ça nous fait rêver. Eh bien, Ah, écoutez, il est Landerneau. 10 heures, donc je vous propose de commencer. On va passer une heure tous ensemble autour du statut de la micro-entreprise, un sujet très très riche. L'élégance veut que je laisse Virginie se présenter en premier. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie eh bien, d'assister à ce webinaire. Donc, je me présente, hein, je suis Virginie Boileau et je suis référente à l'URSSAF pour tout ce qui concerne la création d'entreprise. Voilà, et moi je m'appelle Stéphane Guibert, je travaille à l'ADI, je suis directeur territorial adjoint, je travaille à Poitiers et je m'occupe en particulier du département de la Vienne. Euh, Nous allons donc pouvoir commencer en vous détaillant un petit peu le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc nous allons rapidement présenter les deux structures que sont l'ADI et l'URSSAF. Et puis, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer ce qu'est une micro-entreprise avec ses caractéristiques, ses avantages, ses limites, comment ça fonctionne. Et on terminera par quelques conseils pratiques, puisque la plupart d'entre vous ont un projet de création d'entreprise ou ont créé il y a quelques mois et sont peut-être encore en demande d'informations pour pouvoir développer leur projet. Alors, je vais commencer par l'ADI. Donc, l'ADI, c'est une grande association française. On est 820 salariés, 1300 bénévoles. On est sur toute la France. Vous avez des antennes dans toutes les grandes villes. Et nous avons trois grandes missions. La première mission qui est le cœur de métier de l'ADI, c'est une mission de financement. Notre rôle, en fait, est de pouvoir prêter de l'argent à des personnes qui ont un projet de création ou de développement d'entreprise et qui, pour quelque raison que ce soit n'ont pas accès au crédit bancaire, ou soit ont essayé d'obtenir un financement en banque et se sont vus opposer un refus, quelle qu'en soit la raison. On peut prêter jusqu'à 12 000 euros, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Notre deuxième mission, c'est une mission d'accompagnement. L'ADI a des outils pour accompagner individuellement et ou collectivement les entrepreneurs ou les porteurs de projets de création d'entreprise avant, pendant et après le démarrage, et ce, de manière complètement gratuite. Et enfin, une troisième mission qui est de contribuer à améliorer l'environnement du microcrédit, de la création d'entreprise et de l'insertion vers l'emploi. En fait, l'association milite depuis des années pour simplifier au maximum les règles de l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup milité au moment de la création de l'auto-entrepreneur, et ce pour qu'un maximum de personnes puissent démarrer leur projet de création d'entreprise. Voilà, je précise également que l'ADI fait partie d'un grand groupement qui s'appelle Entreprendre la région à nos côtés. Alors ça, c'est un principe qui à la fois est simple et très efficace. Dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine, vous avez plusieurs structures, dont la chambre de commerce, la chambre des métiers, les boutiques de gestion, et puis bien d'autres encore. Et en fait, nous travaillons en groupement pour accueillir, informer et orienter les personnes, pour les accompagner dans leurs projets et pour les suivre après le projet, avec un principe qui est important, c'est que nous connaissons tout de l'ensemble de nos structures, si bien que, quel que soit le partenaire de la création avec lequel vous prenez un premier contact,
soit il vous accompagnera, soit il sera en mesure de vous orienter vers le partenaire le plus à même de vous permettre d'aboutir à votre projet. Donc, si vous ne savez pas auprès de qui vous adresser quand vous démarrez votre projet de création d'entreprise, ben, vous rentrez dans n'importe quelle structure, y compris l'ADI, et puis soit on vous aide parce qu'on a la possibilité de vous aider, soit vous aurez un meilleur accompagnement auprès d'un autre partenaire et directement, on va vous orienter près de lui pour que vous n'ayez pas à chercher et ne pas savoir vers qui vous tournez. Voilà, je vais maintenant laisser Virginie présenter l'URSSAF et ses missions parce qu'elles sont plutôt méconnues, où on n'en voit qu'une seule partie. Virginie, ben, je te laisse la main. Alors, l'URSSAF, qu'est-ce que c'est? C'est l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocation familiale. Donc, comme son nom le dit, l'URSSAF a pour mission bien, de calculer les cotisations et les contributions sociales des salariés, des travailleurs indépendants, des gens de maison. Donc, c'est effectivement le collecteur des cotisations sociales. Et puis, sa mission la plus importante, je dirais, c'est de la reverser bien, aux partenaires, c'est-à-dire à la caisse de santé, la caisse de retraite, la caisse d'allocation familiale, et ce, le plus rapidement possible, donc en moins de 5 heures, afin que vous puissiez bien, bénéficier des prestations sociales pour lesquelles vous avez versé des cotisations, soit en tant que salarié, soit en tant que travailleur indépendant. L'autre mission de l'URSSAF, peut-être que vous connaissez plus, c'est celle de contrôle, puisque dans notre système français, tout est soumis à déclaration. Et donc, l'URSSAF va participer au respect des règles de l'équité entre les entreprises, les sensibiliser, afin que les salariés notamment aient droit aux prestations, aux droits auxquels ils ont, alors c'est redondant, mais auxquels ils ont droit. Donc l'URSSAF, en Nouvelle-Aquitaine, il y a une URSSAF dans chaque département. Donc sur l'intégralité des URSSAF de France, on est à peu près 1600 collaborateurs pour gérer 10 millions, un peu plus de 10 millions de comptes de travailleurs indépendants ou de comptes de salariés. Merci Virginie. Une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. Néanmoins, nous répondrons aux questions à partir du moment où ce sont des questions générales et qui intéressent l'ensemble du groupe. Si vous avez des questions personnelles du style, voilà, je veux créer tel projet, je ne sais pas quel statut choisir, j'aimerais que vous puissiez me répondre, on ne sera pas en mesure de vous donner une réponse personnalisée. Pour autant, vendredi 9 février au matin, toutes les agences ADI de France sont en porte ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir le vendredi 9 février au matin sans rendez-vous dans les agences ADI. Et là, vous bénéficierez d'un entretien individuel dans lequel on pourra répondre en fonction de votre projet à toutes les questions que vous vous posez sur la micro-entreprise. Et puisqu'on parle de micro-entreprise, on va commencer par la question principale. C'est quoi une micro-entreprise, Virginie? D'abord, une micro-entreprise, et c'est important de se le dire, c'est une vraie entreprise. Parce que micro, ça fait petit, auto, ça fait soi-même, mais ce qui est important, c'est de se dire que c'est une vraie entreprise. Et quand on crée une micro-entreprise, on devient chef d'entreprise, entrepreneur. Alors certes, les règles sont différentes par rapport à une entreprise au réel ou par rapport à une société. Mais elle va avoir un impact majeur sur vos droits sociaux, droit santé, droit France Travail, éventuellement le RSA, mais aussi sur l'impôt sur le revenu. Donc, tout le monde peut créer une micro-entreprise, quelle que soit sa situation. Toutefois, je mets quelques réserves, notamment pour les fonctionnaires qui se doivent corps et âme à l'État. Donc, ils doivent répondre à quelques critères. Et puis, il y a aussi des professions que l'on ne peut pas exercer en micro-entreprise, auto-entreprise, telles que les professions réglementées. Donc, tout ce qui va toucher aux ordres, donc les médecins, les avocats, les experts comptables. Donc, ces professions-là sont exclues de la micro-entreprise. Idem pour tout ce qui va être les droits d'auteur. Toutes les activités qui vont dépendre de la Maison des artistes ou de la GESA. Aussi, effectivement, les activités agricoles qui sont rattachées à la mutualité sociale agricole ne peuvent pas rentrer dans le champ de l'auto-entreprise, micro-entreprise.
et certaines activités qui sont soumises à la TVA immobilière comme agent immobilier ou marchand de biens, eh bien, sont exclus de ce régime. Voilà. Pour autant, 90 à 95 des activités, peuvent, s'ouvrir sous le statut de la micro-entreprise, hein. Les activités exclues sont, extrêmement, limitées. Voilà. Des questions dans le fil? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, ou alors ce sont des questions qui portent sur les comptes professionnels et On je y sais qu'on va y reviendra. répondre pendant la présentation. On a quand même Jocelyne qui nous dit: «On peut pas être artiste-auteur et avoir une micro-entreprise?» Eh bien si, mais c'est pour 2 activités différentes. Artiste-auteur, ça sera par exemple, je ne sais pas moi, pour la perception, de droits d'auteur sur un livre et puis ça peut être après, bah, pour une activité, annexe, je ne sais pas moi, création, des bibelots ou, eh bien, sur un autre livre auquel vous feriez de la vente directe. Les 2 Très bien. statuts sont totalement cumulables. C'est parfait. Et donc, puisqu'on parle de micro-entreprise, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les interlocuteurs de la micro-entreprise? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, l'URSSAF, hein, qui va se charger, de collecter, les cotisations sociales, que vous allez devoir sur votre chiffre d'affaires, hein, à travers notre site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Ensuite, tout ce qui va être les prestations sociales, hein, depuis le 1er janvier 2020, les travailleurs indépendants sont rattachés au régime général. Donc, vos prestations maladie seront versées via la CPAM, hein, la CPAM de votre lieu de résidence, à travers votre compte Amélie. Pour tout ce qui va être cotisation retraite, eh bien, on va les reverser donc, à la CARSAT, hein, soit du Limousin, Poitou-Charentes, soit de l'Aquitaine. Et puis pour vos prestations familiales, eh bien, c'est la CAF qui s'occupe de vous. Néanmoins, pour certaines professions, dites les professions libérales réglementées, hein, il existe 11 professions libérales réglementées, telles que les guides conférenciers, les guides de haute montagne, les psychologues, les architectes, hein, qui nécessitent effectivement un diplôme et une reconnaissance, eh bien, leur caisse de retraite est la CIPAV, une caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse. Très bien. Alors, nous avons des questions qui ne portent pas exactement sur les interlocuteurs, mais qui sont importantes. Donc, graphiste en freelance, oui, on peut s'inscrire en micro-entreprise. Paysagiste jardinier, Virginie, on dépend Ben non, effectivement de l'agricole, ouais, donc ça n'est c'est pas ça. possible. Ça n'est pas possible. Et une question de Sylvain, si on a plusieurs projets d'entreprise, est-il possible de les regrouper sous une holding? Ouh là là, Eh le bien, nom est compliqué. eh ben, une Alors, holding, c'est une société, voilà. Donc, voilà, ça donc n'est pas une micro-entreprise. micro-entreprise. Et Voilà. la société, effectivement, peut avoir plusieurs activités. Mais là, on est Voilà. hors cadre. Alors Sylvain, bien préciser une chose, lorsque l'on ouvre, sa micro-entreprise, nous avons la possibilité de mettre plusieurs activités au sein de la micro-entreprise. Donc il n'est pas nécessaire de créer forcément plusieurs structures, hein. Au moment de l'inscription, on peut très bien dire, je vais, vendre, des bijoux et accessoires et en même temps, je vais être, homme de toutes mains pour faire des petits travaux chez les gens, sous une même entreprise. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Claire nous pose une question un petit peu complète. Si je comprends bien, la micro-entreprise n'est qu'un régime fiscal de l'entreprise individuelle. Est-il donc possible de choisir d'abord le réel simplifié en entreprise individuelle et ensuite changer de régime pour la micro? Et sous quels délais et conditions, Virginie? Tout à fait. Ah, effectivement, on peut passer du régime micro-entreprise au régime réel, hein. Donc, il faut se rapprocher du centre des impôts des entreprises. Et en règle générale, cette modification se fait au 1er janvier de l'année. Voilà, hein. Voilà. Donc, pour repréciser, alors, comme je le disais, là, j'ai tout un tas de questions sur les activités que chacun d'entre vous veut porter. Hormis les exclusions qui ont été présentées, il est possible de se mettre en régime de micro-entreprise. Il n'y a pas de problème. Voilà. Eh La bien, seule condition pour bénéficier de la micro, hein, donc d'un passage pour, voilà, pour passer du réel en micro, ça va être ces plafonds de chiffre d'affaires, notamment en TVA. Donc pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime social de la micro-entreprise, la première notion, ça va être de ne pas dépasser un certain chiffre d'affaires. Donc 188 700
pour la vente de marchandises et 70 700 pour les prestations de services libérales ou artisanales. En ce qui concerne le seuil pour bénéficier de la franchise de TVA, eh bien, tant qu'on n'a pas dépassé 101 000 euros pour la vente ou 39 100 pour la prestation de service, eh bien, on est dispensé d'être le collecteur de TVA. C'est-à-dire qu'on ne la facture pas, mais on ne la récupère pas. Voilà. Alors ça, Spécificité de la micro-entreprise. voilà, ça, c'est un point important de la micro-entreprise. Effectivement, on ne raisonne qu'en TTC. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, qu'on l'a payé TTC, on ne peut pas récupérer les 20% de TVA. Et quand on facture à son client, bah, le montant qui est facturé, eh bien, le montant que vous allez récupérer, il ne faudra pas ensuite reverser 20% à l'État. Donc ça, vous êtes tranquille. Et puis, vous avez cette petite particularité qu'il y a deux plafonds. Il y a le chiffre d'affaires maximum. C'est-à-dire que si vous dépassez les 188 700 en vente ou si vous dépassez les 77 700 en service, vous ne pouvez plus rester en micro-entreprise. Mais si vous êtes en dessous de ces seuils, mais que vous êtes au-dessus de 101 000 euros pour les ventes ou au-dessus de 39 000 euros pour les services, eh bien à ce moment-là, vous restez en micro-entreprise, mais le mécanisme de la TVA commence à s'appliquer. C'est-à-dire que quand vous achetez du matériel, vous pouvez récupérer la TVA. Et quand vous facturez à vos clients, eh bien, il faudra reverser la TVA auprès de l'État. Et donc, effectivement, on a tendance à dire que lorsqu'on est en micro-entreprise, mais qu'on a dépassé les seuils de TVA, 101 000 euros pour les ventes et 39 100 pour les services, il faut commencer à s'interroger sur la pertinence de garder ce statut de micro-entreprise. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller voir l'URSSAF, vous pouvez aller voir l'ADI et vous pouvez aller voir aussi des experts comptables, dont c'est le métier, qui feront les calculs pour voir s'il est intéressant de rester en micro-entreprise ou de prendre un statut qui vous sera plus favorable. Voilà. D'ailleurs, sur le site des experts comptables, vous avez une petite pastille qui s'appelle Business Story sur laquelle vous pouvez cliquer et retrouver la liste des experts comptables qui peuvent vous accueillir gratuitement pour 3 séances pour parler de votre projet de création d'entreprise ou pour le développement de votre entreprise. Voilà. Donc voilà, on a des questions effectivement sur la TVA. J'ai pas compris, on facture en TTC ou en hors taxe. Mais en fait, Comme un particulier. comme un particulier. Voilà, quand vous vendez votre voiture à un particulier, vous vous posez pas la question est-ce que ma voiture je l'ai vendue hors taxe ou je l'ai vendue TTC. Vous l'avez vendue à un certain montant et puis la notion de TVA n'existe pas. Eh bien, c'est exactement la même chose jusqu'à 101 000 euros pour les ventes et jusqu'à 39 000 pour les services, avec une petite particularité, mais ça on y reviendra plus tard, c'est qu'effectivement sur les devis et les factures, on précise bien qu'on est en micro-entreprise et donc qu'il n'y a pas de notion de TVA. Voilà. Je balaye les questions. Virginie, je ne sais Oui, pas alors là, si... je vois quel est le nom du site des experts comptables. L'ordre, vous tapez ordre des experts comptables et vous tomberez directement sur le site. Voilà. Par contre, effectivement, Alexandre nous dit, ça veut dire que si je vends à un professionnel ou si je propose mes services à un professionnel, il ne pourra pas récupérer la TVA. Eh bien, effectivement, Alexandre, il ne pourra pas récupérer la TVA. C'est une des petites difficultés qu'on a avec la micro-entreprise quand on s'adresse à des professionnels qui, eux, sont assujettis à la TVA. Là, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc, si l'essentiel de vos clients sont des clients professionnels, vous pouvez effectivement vous interroger sur la pertinence d'avoir le statut de micro-entreprise. Voilà. Barbara nous demande si l'URSSAF nous donne des alertes de ces plafonds. Eh bien non. Ou en tout cas, elle est en train de vous les donner aujourd'hui pour que vous le sachiez. Et c'est à vous, effectivement, de le vérifier. Et si vous dépassez, il y a un contrôle a posteriori, eh ben, vous devrez régulariser la situation. Donc, il faut être très, très vigilant quand on commence à surfer avec ces seuils, soit le seuil de TVA, soit le seuil de déplacement de plafond. Voilà, nous allons avancer sur les cotisations sociales parce qu'effectivement, en auto-entreprise ou en micro-entreprise, c'est un peu spécifique. Et je vais laisser Virginie expliquer comment ça fonctionne. Donc, on peut bénéficier effectivement la première année d'une exonération de charges qu'on appelle l'ACRE, ACRE. Alors, dans notre jargon, on adore les cycles, que ce soit nous ou France Travail. Donc là, je parle bien de l'ACRE, ACRE, qui est une réduction partielle de cotisation
votre mois d'affiliation, votre trimestre d'affiliation, plus 3 autres trimestres. Donc, une réduction assez importante, hein, puisqu'elle est quand même de 50%. Donc, pour bénéficier de cette exonération ACRE, eh bien, il faut aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Hein, on vous a mis un petit lien et remplir une demande d'ACRE. Malheureusement ou heureusement, enfin, il y a des conditions. Donc, pour bénéficier de l'ACRE, eh bien, il faut être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable. Si vous n'êtes pas indemnisé, eh bien, il faut être au moins inscrit 6 mois sur les 18 derniers mois à Pôle emploi, ou il faut avoir moins de 26 ans, ou bénéficier du RSA, de l'ASS. Enfin, vous verrez, la liste est assez longue. Hein. Je ne vais pas vous la détailler. Hein. Donc, vous cliquez sur le lien, vous regardez si vous êtes éligible, vous remplissez le formulaire, vous nous transmettez le justificatif, que vous soyez ou non encore inscrit. Parce que cette demande, elle doit être faite le plus tôt dans la création de votre entreprise. Hein. Donc, si vous vous êtes installé il y a un mois et que vous n'avez pas fait cette demande parce que vous ignoriez le dispositif ACRE, faites votre demande quand même. Voilà. Oui, Très Stéphane. bien, Virginie. Donc, vous avez vu, le principe, il est simple. Hein. Quand vous faites rentrer 100 euros, si c'est de la vente, vous savez que vous avez 6,20 € à payer. Sinon, c'est 10,6, enfin 12,3, excusez-moi, en vente et 21,2 en prestation de service, et la moitié seulement si vous bénéficiez de l'ACRE. Donc, au moins, les calculs sont faciles. Ça n'empêche pas d'y penser au moment où on encaisse, parce qu'il faut provisionner. Pour le moment, vous allez devoir déclarer et payer vos cotisations sociales. On a beaucoup de questions qui reviennent sur les plafonds, et dont une qui est très, très pertinente, c'est si on commence en cours d'année, comment ça se calcule? Eh Est-ce que bien, on c'est au proratise. prorata? Est-ce que c'est… Eh oui, Voilà. effectivement, on va proratiser ce plafond pour la première année. Donc, vous faites de la prestation de service. Donc, j'imagine, vous commencez le 1er mars. De mémoire, du 1er mars jusqu'au 31 décembre, eh bien, cette année, vu qu'on est en année bissextile, ça doit faire 307 jours. Donc, vous divisez donc, le chiffre d'affaires maximal, les 77 700, par 366 jours, puisque cette année, en 2024, il y a 366 jours, et vous multipliez par 307, et là, vous obtenez l'enveloppe à ne pas dépasser au titre de l'année 2024. Voilà. Donc j'espère, Frédéric, que on a bien répondu à votre question. Et Philippe a une question sur la déclaration d'impôt sur le revenu, et ça tombe très très bien puisque c'est justement ce que l'on allait voir avec vous dans la slide suivante. Alors, le régime d'imposition du micro-entrepreneur, comment ça se passe, Virginie? Eh bien là, tout va être calculé sur votre chiffre d'affaires. Là, on ne parle vraiment pas de bénéfice. Hein. C'est votre chiffre d'affaires qui va servir de repère. Et en fonction de l'activité que vous exercez, eh bien, on va faire un abattement forfaitaire. C'est-à-dire que si vous avez 100 euros de chiffre d'affaires en vente, eh bien, France Travail, ils m'ont changé le nom, France Travail, la CAF et les impôts pensent que vous avez 290 euros dans votre poche. Que ce soit ou non la réalité ou pas. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question qui me disait, oui, mais si je gagne 100 euros et que j'ai 80 de charges, mon bénéfice, il est de 20. Ben oui, réellement, votre bénéfice, il est de 20. Mais néanmoins, les services fiscaux, les services de l'État penseront que dans votre poche, vous avez 29 euros. Donc peut-être que là, du coup, le costume de la micro-entreprise, il n'est pas adapté à votre activité. Hein. Pour que l'activité soit rentable en micro-entreprise, il faut que, quelle que soit l'activité que vous faites, il faut que vos cotisations sociales, vos charges, votre loyer, votre emprunt, toutes vos dépenses de fonctionnement, eh bien, soient compris dans votre abattement fiscal. Et ça, c'est très important. Voilà. Très Comment bien. déterminer si on est en BIC ou en BNC? Eh bien, le centre des impôts, quand vous vous êtes installé, vous a adressé le memento fiscal et c'est indiqué sur votre memento fiscal. Prestation BIC ou prestation BNC. Hein. Vous pouvez aussi, et ça c'est important, opter pour le versement libératoire de l'impôt. C'est-à-dire que, un peu comme le prélèvement à la source, tous les mois ou tous les trimestres, eh bien, il y aura un petit pourcentage de cotisation, mais là, ça sera d'impôt, qui sera prélevé sur votre chiffre d'affaires et qui sera transmis aux services fiscaux.
j'attire votre attention, le prélèvement libératoire, c'est intéressant uniquement si vous êtes imposable, hein, puisqu'il est dit dans les textes qu'il est versé à titre définitif. D'accord? Donc bien vérifier, bien vous renseigner auprès du centre des impôts des particuliers pour voir si pour vous, dans votre situation, hein, dans votre foyer fiscal, c'est intéressant. Très bien. Alors, du coup, j'ai une question de Philippe hein, qui dit pour la déclaration d'impôt sur le revenu, est-il possible de déclarer en frais réels pour déduire les charges de son entreprise? Eh bien, justement, vous avez compris que non. Le principe est forfaitaire, c'est-à-dire que si vous avez fait de la vente et que vous avez déclaré 100 euros de chiffre d'affaires, eh bien, les impôts vont considérer que vous avez eu 71% de charges de manière forfaitaire et qu'il vous en reste 29. Et donc, on n'a pas la possibilité de déclarer en frais réels. Mais rassurez-vous, sur la déclaration d'impôt, les choses sont très bien faites, puisqu'en fait, il y a une ligne spécifique pour déclarer son chiffre d'affaires en tant que micro-entrepreneur. Donc, on dit, voilà, j'ai fait tant de chiffre d'affaires en vente, j'ai fait tant de chiffre d'affaires en service, et les impôts se chargeront de faire la déduction de 71% pour la vente ou la déduction de 50% pour le service et déterminera votre bénéfice forfaitaire parce qu'on sait bien qu'il ne correspond pas à la réalité. J'avais une question aussi sur l'ACRE d'une personne qui s'inquiète un petit peu en se disant mais si je demande l'ACRE, est-ce que je renonce de fait aux indemnités sociales, aux indemnités de chômage, pardon. Alors, il y a une petite confusion en fait entre deux termes qui sont très proches. Il y en a un qui s'appelle l'ACRE, qui consiste à payer moins de charges sociales la première année, c'est celle dont on vous parle. Et il y en a une autre qui s'appelle l'ARS, qui est une proposition de France Travail qui consiste à dire, plutôt que de continuer à bénéficier des indemnités sociales, des indemnités chômage le temps que votre entreprise vous permette d'être autonome, eh bien, vous touchez une partie de vos cotisations au départ et dans les 6 mois, et à ce moment-là, vous renoncez aux indemnités chômage. Donc, c'est une sorte de sortie en capital de l'indemnisation chômage, et ça s'appelle l'ARS. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ACRE. Si vous bénéficiez de l'ACRE, c'est-à-dire de la déduction de 50% des charges sociales de la première année, vous continuez à avoir droit aux indemnités chômage. Ce sont deux choses différentes. Voilà. J'ai quelques petites Virginie. questions qui peuvent être intéressantes. La micro-entreprise et l'auto-entreprise. Donc, la micro-entreprise, elle existe depuis des années. Hein, c'est un très vieux régime. Et il y a le statut auto-entrepreneur. Le statut auto-entrepreneur, c'est la possibilité d'avoir un calcul de cotisation différent hein, et de déclarer tous les mois son chiffre d'affaires. Voilà. Il y a un statut social et puis il y a un statut fiscal. Mais en règle générale, c'est la même chose. J'avais aussi, si Alors, j'achète et je vends un meuble, je le revends, donc on sera bien dans du chiffre d'affaires de vente. Et est-ce que je suis commerçant ou artisan? Ben, réponse de Normand, les deux, mon capitaine, hein, puisque vous avez une qualité de transformation. Donc là, effectivement, si vous êtes ébéniste ou restaurateur, vous avez une qualité d'artisan et vous avez aussi une casquette de vendeur, puisque vous faites de l'achat pour la revente. voilà. On a une question de Marlène. Comment déterminer BIC ou BNC? Alors, les choses sont très simples, puisque aujourd'hui, lorsque vous voulez créer votre micro-entreprise, vous allez sur le site de l'INPI et c'est une question qu'on ne vous pose pas. La question qu'on va vous poser, c'est quelle activité exercez-vous? Et à partir du moment où vous avez trouvé l'activité que vous exercez dans l'INPI, automatiquement, c'est l'INPI qui va dire, ah ben là, vous relevez du BIC ou vous relevez du BNC, vous allez dépendre de la chambre de commerce ou vous allez dépendre de la chambre des métiers ou vous allez dépendre de l'URSSAF. Donc en fait, c'est l'INPI qui fait ce travail à votre place. Donc le tout, c'est de bien trouver l'activité que vous allez exercer et l'INPI vous dira à quel régime en fait vous êtes soumis. Voilà. Je balaye en même temps les questions. Pour Oui, la déclaration URSSAF, alors ça c'est important, une question de Carole, oui. Virginie. Pour la déclaration URSSAF ou impôt, est-ce la date de facturation ou de paiement effectif qui détermine le chiffre d'affaires à déclarer? Eh bien, c'est à la date où vous avez encaissé. Hein. En micro-entreprise, effectivement, ce n'est pas la date de facturation, c'est la date d'encaissement.
Voilà, les choses sont très claires. Et une nouvelle question de Carole, je crois qu'elle en avait déjà posé. Elle a plein de questions, Carole. Venez nous voir le vendredi 9 février au matin, on répondra à tout ça. C'est la notion des 4 trimestres pour l'ACRE. On a tendance à dire que c'est un an, mais en fait, c'est 4 trimestres civils. Trimestre Comment civil. ça fonctionne exactement, Voilà. Virginie? Eh bien, si vous commencez le 1er février, d'accord, vous êtes dans le premier trimestre de l'année. Donc, votre exonération, elle va aller du 1er février jusqu'au 31 décembre, 4 trimestres, premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais si vous commencez le 31 mars, eh bien, votre exonération, elle sera la même. Donc, pour que ce soit intéressant, pour que vous ayez le maximum d'exonération, il faut commencer le plus tôt dans le trimestre civil. Voilà. Sinon, votre exonération, elle ne sera pas de 12 mois, mais de 11 mois. Voilà, c'est très clair. En fait, c'est pas 4 trimestres civils. On va préciser les choses. C'est le trimestre civil en cours et les 3 suivants. Voilà. Donc effectivement, un trimestre civil, par exemple, c'est janvier, février, mars. Vous n'allez pas vous poser la question si vous démarrez le 2 janvier, mais si par contre vous voulez démarrer au 15 mars et que vous n'êtes pas dans l'urgence, vous avez peut-être intérêt à attendre 15 jours et à démarrer au 1er avril pour bénéficier de 4 trimestres pleins. Donc c'est en fin de trimestre civil qu'on commence à se poser la question, est-ce que j'ai pas intérêt à attendre quelques jours ou quelques semaines pour bénéficier finalement d'une année pleine, hein. C'est des questions qu'on se pose souvent en fin de trimestre. Eh bien, Voilà. si vous démarrez, Carole, en septembre, votre exonération, elle ira jusqu'au 30 juin, j'imagine, de septembre 2023 jusqu'au 30 juin 2024. Voilà. Et enfin, alors j'ai titillé la curiosité de chacun avec la différence entre l'ACRE et l'ARS, et j'ai même Ophélie qui nous demande, mais est-ce qu'on peut avoir et l'ARS et l'ACRE? Bien sûr, Mais ce bien sont des sûr, choses qui sont complètement différentes auprès d'interlocuteurs différents, donc vous pouvez bénéficier des deux. Attention à l'ARS, quand on fait la sortie en capital, on n'a plus d'indemnité chômage. Donc si vous êtes chargé de famille, que vous avez des charges courantes et tout, attention à l'impact que ça peut avoir. Nous avons des personnes parfois qui prennent le capital pour investir et pour mettre un petit peu d'argent au démarrage de la société. On ne doute pas de votre réussite quand vous serez entrepreneur, mais par contre, il y a une chose qu'on a du mal à maîtriser, c'est le temps pour acquérir tous ces clients et atteindre la vitesse de croisière du chiffre d'affaires. Donc, si vous n'avez aucun revenu, ça peut vous mettre en difficulté. Donc, attention, l'ARS est un système de sortie en capital auprès de France Travail qu'il faut bien calculer et il faut bien mesurer et les avantages et les risques de sortir en capital. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur les questions autour de l'ARS. Je vous invite plutôt d'aller voir votre conseiller France Travail qui, lui, pourra rentrer dans le détail, le montant, les impacts, les conséquences de faire la sortie en ARS, hein. Voilà. j'attire juste votre attention sur le fait que si vous percevez une allocation de France Travail, optez pour la déclaration mensuelle de vos chiffres d'affaires. Hein, dans votre espace, hein, si toutefois vous avez opté à la création pour une déclaration trimestrielle, si vous avez des allocations Pôle emploi, France Travail, pardon, vieux réflexe, eh bien, envoyez-nous un petit message via votre pour voir si on a encore la possibilité de vous passer en mensuel. Oui. Une dernière question et après on va avancer parce que je vois l'heure qui tourne, mais cette question est très pertinente, hein. Si je me suis inscrit sur l'INPI, est-ce qu'en plus je dois faire une déclaration à la chambre de commerce? C'est une question de Peggy. Eh bien, c'est justement la réponse est non, et c'est justement tout l'intérêt de l'INPI. C'est une sorte de guichet unique, l'INPI. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous inscrire. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, ben, l'INPI va transmettre les informations à tous les interlocuteurs que vous allez avoir plus tard. Donc, que ce soit la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce, que ce soit l'URSSAF, elle va avertir l'URSSAF que vous venez de vous inscrire, que ce soit les impôts. Et en fait, c'est l'INPI qui va se charger d'avertir tous ces interlocuteurs. Donc, vous n'avez qu'une seule démarche à faire, c'est de vous immatriculer à l'INPI, hein. Voilà. Bien, eh bien, on va pouvoir parler de la fameuse cotisation foncière des entreprises. Virginie, qu'est-ce que c'est que cette bébête? Eh bien, oh, alors pour les plus anciens d'entre nous, ça s'appelait la taxe professionnelle, hein, qui a changé de nom il y a un peu plus d'une décennie maintenant. Donc c'est une cotisation qui est due par toutes les entreprises, hein, quelle que soit sa forme. Bon, qui est un calcul très savant, hein. Et il existe une cotisation minimale qui est fixée chaque année par votre commune. Donc,
L'important, moi, je dirais, c'est de prendre contact avec le service des impôts des entreprises. De toute façon, quand vous allez vous installer, bah, la première année, on en est dispensé, donc on est exonéré la première année, c'est important. On peut être exonéré si son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 euros. Donc ça, c'est pour les petites activités, je dirais, complémentaires. Et puis, il y a toute une liste d'activités qui peuvent bénéficier d'exonération ou de minoration en fonction de votre nature d'activité. Ben, on vous a mis le lien, hein. Voilà. Mais sachez que ça existe, que vous avez l'obligation de vous créer sur votre espace impôt.gouv, là pas des particuliers, mais des professionnels, un espace sur lequel eh bien, vous devrez payer à partir de 2025 cette fameuse contribution. Alors, ça, c'est une question qui intéresse beaucoup, hein. Donc, alors, pour les micro-entrepreneurs, exonération la première année civile. D'accord? La CFE, elle arrive au mois de décembre. Donc, si vous avez créé au mois de septembre 2023, vous n'avez pas payé de CFE en décembre 2023, mais vous la paierez en décembre 2024. Donc, c'est effectivement l'année civile de création qui est l'année d'exonération. Eric nous demande quel pourcentage. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question puisque dans la cotisation foncière des entreprises, il y a une part qui est fixée par la commune, comme c'est indiqué. Et donc, il va y avoir des variations qui peuvent être très importantes d'une commune à l'autre. Voilà. Donc, sur le montant de la cotisation foncière des entreprises, on ne peut pas vous donner d'informations, hein. Voilà. Et oui, si je commence en janvier 2024 mon activité de micro-entreprise, je serai exonéré en décembre 2024 et je ne paierai donc la cotisation foncière des entreprises qu'en décembre 2025. Près de 2 ans de tranquillité pour Audrey. Voilà. Donc effectivement, il faut se renseigner auprès du service des impôts des entreprises, hein. Mais effectivement, peut-être voir la mairie parce que cette contribution, elle est votée chaque année. Voilà. Et la CFE est-elle due uniquement lorsque nous louons un local? Eh bien non, c'est pour tout le monde. C'est simplement que le fait d'avoir un local va faire varier le montant de la cotisation foncière des entreprises, mais elle reste exigible pour tous. Non, Voilà. non, même si vous exercez à votre domicile ou que vous avez juste besoin d'un bureau, il y a une cotisation minimale, hein, qui doit être calculée sur 2 mètres carrés, hein, et qui vous sera appelée. Très bien, Virginie. Ben, je te propose de continuer avec les Alors, les avantages. avantages de la micro-entreprise, ils sont multiples, hein. D'abord parce qu'il y a, entre guillemets, très peu d'obligations comptables par rapport à d'autres formes juridiques. Néanmoins, il existe, hein, des obligations, hein, puisque, comme toute entreprise, tout est déclaratif, donc vous pouvez être soumis à un contrôle d'URSSAF ou un contrôle fiscal. Donc, vous avez l'obligation de la tenue d'un livre recettes, dépenses. Alors, quand on dit un livre, hein, j'aurais peut-être dû mettre un L majuscule, mais ça peut être un cahier, ça peut être un logiciel, ça peut être un tableur, voilà. Hein, tout ce qui peut effectivement justifier eh bien, de votre activité. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, hein, comme le dit Virginie. C'est-à-dire que si vous achetez un simple cahier dans une grande surface et que vous mettez à gauche les recettes du mois, à droite les dépenses du mois, eh bien, vous répondez aux obligations comptables qui sont fixées. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un livre spécialisé recettes-dépenses qui coûte relativement cher. C'est le fait de le tenir qui est important, que ce soit numérique, que ce soit sur papier, mais le format en lui-même n'a aucune obligation. L'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'il n'y a pas besoin de capital social de départ, comme dans des sociétés, hein, où on est obligé de bloquer 2 000, 3 000 euros pour la création de la société. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on est seul, donc pas besoin eh bien, de rendre des comptes à des sociétés, pas besoin non plus eh bien, de faire des publications chaque année de ces comptes, de déposer un bilan auprès des impôts. Donc ça, c'est quand même une simplification. Et puis, les cotisations sociales, elles, bien, comme on l'a vu précédemment, elles sont calculées sur votre chiffre d'affaires. Donc, elles sont connues dès le départ. Et si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, eh bien, il n'y a pas de cotisation. Donc, c'est quand même beaucoup plus rassurant quand on crée vraiment son activité. Voilà. Alors, une petite précision, mais qui est en fait une grande décision. Quand on dit il n'y a pas de CA, il n'y a pas de cotisation, ça ne veut pas dire il n'y a pas de déclaration. Vous devez déclarer tous les 3 mois à l'URSSAF
à la CAF quand vous bénéficiez de revenus sociaux, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Si dans le trimestre, vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires, vous devez quand même aller sur les sites de la CAF et de l'URSSAF pour déclarer que vous avez fait zéro, parce que si vous ne le faites pas, l'URSSAF et la CAF ne vont pas considérer que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, mais vont considérer que vous en avez probablement fait un, mais que vous ne l'avez pas déclaré. Donc, c'est important, tous les 3 mois, de bien faire ces déclarations, même quand vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires. Virginie, Donc, après cette petite précision, je te laisse non, mais, continuer. non, mais tu fais bien, c'est important, effectivement, parce que si vous ne faites pas de déclaration de chiffre d'affaires, vous êtes soumis à une pénalité. Donc, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux faire sa déclaration. Donc, il n'y a pas de TVA. Donc, ça, c'est important. C'est simple à gérer. Hein, pas de facturation. Ce qui soulage aussi eh bien, les déclarations. Important aussi, hein, depuis le 15 mai, j'ai vu une question passer, depuis le 15 mai 2022, eh bien, la responsabilité de l'entreprise est limitée à vos dettes personnelles. C'est pour ça qu'on le verra un petit peu plus tard, mais dès que vous faites une facture, dès que vous faites un devis, vous, sur vos comptes bancaires, vous devez marquer EI ou entrepreneur individuel avant ou après. Comme ça, on va bien séparer les dettes de l'entreprise des dettes de l'individu. Hein, très Très bien. important. Alors là, on a plein de Ah, questions qui arrivent. Déjà, la durée de vie de la micro-entreprise est-elle limitée dans le temps? non, ça c'est une légende urbaine qui dit qu'on ne peut pas être auto-entrepreneur plus de 3 ans ou plus de 5 ans. C'est faux. Donc, Sylvain, vous pouvez être micro-entrepreneur pendant des dizaines d'années si vous le souhaitez. Nous avons une question alors sur toujours la combinaison en fait entre la création d'une activité et puis les droits que l'on peut avoir auprès de France Travail, avec une question de Carole qui intéressera beaucoup de monde, j'en suis certain. Un micro-entrepreneur a-t-il droit à la prime d'activité même s'il n'a pas encore touché de revenus? Eh bien là, prime d'activité, il faut vous rapprocher de la CAF. Hein, il y a un site qui a été mis en place qui est très bien, qui s'appelle Mes droits sociaux, mesdroitssociaux.gouv.fr, où là, effectivement, vous avez des simulateurs. Mais effectivement, un micro-entrepreneur, en fonction du chiffre d'affaires qu'il a, peut bénéficier du RSA ou de la prime d'activité. Voilà. La prime d'activité, le RSA, c'est en fonction des revenus, mais quels qu'ils soient, que ce soit des revenus salariés, que ce soit des revenus indépendants. Donc tout dépend en fait des revenus que vous touchez en tant que micro-entrepreneur. Et s'ils sont en dessous des seuils qui permettent de toucher ou le RSA ou la prime d'activité, vous y avez autant droit que si vous étiez salarié à temps partiel. C'est pas le fait d'être micro-entrepreneur qui enlève ou qui maintient la prime d'activité. Une question un petit peu annexe. Lola a déjà commencé à se renseigner avant de participer à ce webinaire puisqu'elle nous demande si on est obligé d'avoir un médiateur. Eh oui, alors c'est marqué un petit peu après de mémoire, mais oui, effectivement, comme toute entreprise, à partir du moment où vous travaillez avec des clients particuliers, du particulier, vous avez l'obligation, pardon, de choisir un médiateur de la consommation, puisque en cas de litige avec un de vos clients, avant d'aller ester en justice, vous avez l'obligation de l'orienter vers le médiateur. Ce doit même être indiqué sur vos conditions générales de vente. Voilà. Et enfin, Estelle, une question plutôt pertinente aussi. Sur le livre comptable, doit-on indiquer les aides que l'on reçoit si on perçoit l'AR, par exemple? Ben non, c'est pas en lien avec votre activité. Voilà. Donc les recettes et les dépenses sur le livre, c'est uniquement les recettes de votre activité et les dépenses liées à votre activité. Et on s'en tient à ça, ça suffit amplement. Voilà, j'ai une question de Muriel sur le compte bancaire consacré à la micro-entreprise et ça tombe très bien puisque je crois que nous allons aborder ce sujet maintenant. Virginie, je te Voilà. laisse parler des inconvénients de la micro-entreprise. Ben, le principal inconvénient, je dirais souvent, c'est effectivement que le régime micro-entreprise ou auto-entreprise, hein, voilà, c'est de la sémantique, mais n'a pas toujours eu bonne image hein, à travers le passé, puisque quand il a été instauré, eh bien tout le monde pouvait, il n'y avait pas de contrôle, tout le monde pouvait faire tout et n'importe quoi. On était vraiment en dérégulation, et donc du coup, ça ternit un peu l'image de la micro-entreprise. Mais celle-ci, quand même, tend à s'améliorer avec le professionnalisme des créateurs d'entreprises. Alors, effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est un avantage de ne pas bénéficier d'être dispensé de TVA, mais ça peut être aussi un inconvénient.
un inconvénient, eh bien, si vous avez besoin de faire des gros achats, hein, sur lesquels il serait peut-être intéressant de récupérer de la TVA. Et puis, la micro-entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, eh bien, tout est basé sur le chiffre d'affaires et on fait un abattement fiscal forfaitaire, hein, 71, 50 ou 34 %. Mais quand on a des charges importantes, donc l'allocation de locaux professionnels, besoin d'investir ou des charges fixes importantes, eh bien, du tout. Eh bien, dans ce cas-là, le costume de la micro-entreprise, eh bien, il n'est pas du tout adapté à votre activité et il faut s'orienter soit vers une entreprise au réel, soit sur une autre forme de société. Voilà. On a beaucoup de questions sur la retraite justement et la validation des trimestres. Donc, il faut effectivement atteindre certains seuils chiffres d'affaires pour valider les trimestres de retraite. Est-ce que tu peux nous indiquer les seuils Alors, Virginie? c'est assez compliqué hein, parce que voilà. Sur les cotisations que vous payez, eh bien, il y a un pourcentage qui est dédié à la validation de ces trimestres. Mais grosso modo, si je veux schématiser, dans notre système français, pour valider cette année 4 trimestres de retraite, il faut au moins avoir un revenu supérieur à 7 000 euros. Donc, un revenu, c'est chiffre d'affaires moins abattement. Donc, si vous faites de la prestation de service artisanale, eh ben, il faut au moins que votre chiffre d'affaires soit supérieur à 14 000 euros. Sans Voilà. quoi, vous n'allez valider que 3 trimestres de retraite ou 2 trimestres de retraite. Exactement. Alors, j'ai Christelle quand même qui n'a pas bien compris la différence entre auto-entrepreneur et micro-entrepreneur. Donc, on va lui répondre parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair. Donc, je te laisse redire la différence, Voilà. l'absence de On est différence. en entreprise individuelle, on a deux possibilités. Soit on opte pour le régime micro-entreprise ou on opte pour le régime réel. Si on opte pour la micro-entreprise, les cotisations qui vont vous être appelées vous donnent le statut d'auto-entrepreneur. Je ne sais pas si Voilà. c'est plus clair, mais en gros, c'est l'individu et le costume. Très bien. J'espère, Christelle, que c'est plus clair pour vous. Je crois qu'on a la colle du jour, Virginie. Ah, J'ai la question. Alors là, je vais te refiler le bébé. Les professions de santé paramédicale sont-elles soumises à l'obligation du choix d'un médiateur? bonne Merci question. Philippe pour le grand silence. Les paramédicales, tout ce qui va être PAM ne peuvent pas rentrer. Ne peuvent pas rentrer en micro-entreprise, les kinés, les sages-femmes. Après, si paramédical, on entend naturopathe, vous travaillez avec un client qui est enfin, oui, oui, bah, je dirais que oui. Médiateur de la consommation, je dirais que oui. Parce que s'il y a un litige, ouais, ouais, ouais. À partir du moment où on a le statut en micro-entreprise, pour moi, Ouais. Et qu'on voilà. travaille avec du particulier, L'obligation de médiation, elle est liée au statut, elle n'est pas liée à l'activité. Donc, pour moi, vous et le devez en fait qu'on avoir un travaille comme avec des les autres. particuliers ou pas. Ah, Exactement. je suis partie. Bien. Touc, 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 touc. Voilà. Je ne sais plus si on parle du compte bancaire. Néanmoins, on peut en parler vite fait parce que la prochaine slide me semble différente. Oui. La loi, elle dit qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié tant qu'on n'a pas dépassé 10 000 euros. Mais le bon sens veut qu'il est bien de séparer ce qui est du personnel du professionnel. Tout à fait. C'est important parce qu'après, on commence à s'y perdre et on a beaucoup plus de mal à avoir de la visibilité sur la réussite de son entreprise. Donc, nous, on vous conseille au premier euro d'avoir un compte dédié. Il y a des questions à ce propos. Est-ce qu'un compte dédié et un compte professionnel, c'est la même chose? Ben, pas tout à fait. En fait, on doit avoir un compte sur lequel on fait les mouvements qui sont liés à l'entreprise, mais ça n'est pas forcément un compte professionnel au sens bancaire du terme. La notion de compte professionnel pour une banque, c'est une notion commerciale. C'est-à-dire que ce sont des comptes dont le coût va être différent, mais pour lesquels on va proposer aussi des prestations qu'on ne proposerait pas à des particuliers. Par exemple, quand on est un particulier, on ne peut pas avoir un terminal de paiement électronique pour encaisser des cartes bleues. D'accord? Donc, le banquier à qui vous allez demander l'ouverture d'un compte dédié va avoir
tout de suite tendance à vous proposer un compte professionnel pour vous faire bénéficier des services dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'entrepreneur, mais ça n'est pas forcément obligatoire. Donc parfois, si notamment vous ne faites pas d'encaissement par carte bleue, vous pouvez simplement demander l'ouverture d'un deuxième compte personnel sur lequel vous allez verser et payer vos charges de la micro-entreprise. Voilà. Alors, Virginie, je te laisse regarder les questions. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler d'un outil gratuit qui pourrait beaucoup vous aider dans la construction de votre projet. En effet, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà ressenti, je l'ai moi-même ressenti puisque j'ai été à mon compte pendant 12 ans avant de travailler à l'ADI, c'est quand on démarre son projet, on se pose un millier de questions et puis ça fait un espèce de nuage gris, on ne sait pas par quoi il faut commencer, on ne sait pas comment structurer les choses pour avancer dans son projet. Eh bien, sur le site de l'ADI, donc www.adi.org, vous avez la possibilité de construire votre projet en ligne. Donc, en fait, vous allez sur accompagnement. Regardez, je suis en train d'entourer avec ma flèche, enfin voilà, en haut, je ne sais pas si vous le voyez, vous cliquez sur accompagnement, vous cliquez sur commencer mon projet en ligne et vous allez pouvoir construire l'intégralité de votre projet, que ce soit la structuration du projet, le choix du statut juridique et même vous allez pouvoir établir un prévisionnel sur une année pour commencer à y voir clair sur la rentabilité possible de votre entreprise. Donc ça, c'est accessible à tous et je vous invite à aller faire ce travail. Une fois que vous l'avez terminé, à venir nous rencontrer en physique pour éventuellement le commenter, discuter et puis avancer plus loin dans votre projet. Donc, je rappelle, adi.org, je clique sur accompagnement, démarrer mon projet en ligne et ensuite, je me laisse bercer par les différentes étapes qui vous permettront d'ordonner un petit peu et de structurer la création de votre projet d'entreprise. Virginie, est-ce que tu as vu des questions? J'en ai répondu quelques-unes. Effectivement, beaucoup de banques effectivement, disent que les comptes professionnels sont obligatoires, mais rien ne vous empêche d'ouvrir un compte sur Internet ou un compte nickel, ça ne pose aucun souci. Est-ce que le service à la personne, entretien et le service sont deux statuts différents? Eh bien non, on peut mettre, ça reste de la prestation de service, que ce soit auprès de particuliers ou d'entreprises, c'est toujours la même activité. Voilà. Alors, du coup, je viens de présenter les bons à savoir sur la micro-entreprise. Donc, la notion de compte bancaire, on vient déjà largement d'en parler. Et je te laisse parler des déclarations en ligne et des mentions obligatoires sur les factures et devis, Virginie. D'accord, très important. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Cette notion de je n'ai pas de chiffre d'affaires, mais je dois quand même faire ma déclaration. Vous en aurez besoin, comme le disait Stéphane, pour Pôle emploi, France Travail, pour la CAF. Et puis, absence de déclaration ne veut pas dire je n'ai pas eu de chiffre d'affaires. Donc, vous êtes susceptible d'une pénalité de 57 €. En ce qui concerne les obligations, eh bien, vous avez l'obligation sur vos devis de marquer que vous n'êtes pas soumis à la TVA. Sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, vous avez une petite fiche réflexe avec des modèles de factures si vous voulez. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la loi du 15 mai 2022, eh bien, vous avez l'obligation sur tous les documents que vous émettez, devis, factures, eh bien, d'ajouter entrepreneur individuel ou EI avant ou après votre nom, de manière vraiment à faire le distinguo de ce qui est de l'avis personnel du chef d'entreprise de ses factures professionnelles. Ça, c'est pour vous protéger aussi. Est-ce qu'on a des questions? Alors, nous avons des questions auxquelles on va pouvoir répondre sur la slide suivante. Voilà. Alors, une question hyper importante qui déborde un petit peu des sujets, c'est le sujet de l'assurance, puisque quelqu'un vient de me demander si lorsqu'on a un médiateur, on était quand même obligé d'avoir une assurance en responsabilité civile. Alors oui, ça n'a rien à voir. Le médiateur, il va arranger les choses si vous avez un problème avec un client. L'assureur, il va régler les dégâts que vous avez causés si, sans faire exprès, vous avez causé des dégâts chez une personne. Donc, en ce qui concerne la responsabilité civile en assurance, il faut savoir que
il y a un certain nombre de professions où c'est obligatoire. Par exemple, si on est taxi, on n'a pas le choix. Si on travaille dans le bâtiment, on n'a pas le choix. Et il y a tout un tas de professions, à peu près 80 professions qui sont réglementées pour lesquelles le fait d'avoir une responsabilité civile est strictement obligatoire. D'accord ? On peut avoir une amende si on n'en a pas. Pour toutes les autres, c'est très, très, très conseillé d'avoir une responsabilité civile. Une responsabilité civile, c'est j'ai fait une petite bêtise chez un client, ça a créé des dégâts, ou parfois la petite bêtise est une grosse bêtise, et ça peut entraîner des conséquences financières extrêmement importantes. Si vous n'avez pas pris de responsabilité civile et que vous devez supporter le coût de ces dégâts, ça peut mettre clairement en péril votre entreprise. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant d'une personne qui vendait des vêtements sur les marchés, vêtements qu'elle avait achetés en importation, et un de ses clients a fait une allergie à la teinture des t-shirts, ce qui a entraîné une hospitalisation. Ce sont plusieurs milliers d'euros qui étaient en jeu. Et même si l'entrepreneur n'avait pas fabriqué les t-shirts, n'avait pas mis la teinture sur les t-shirts, en tant que vendeur, il était considéré comme responsable. S'il n'avait pas eu de responsabilité civile, il mettait clairement la clé sous la porte. Donc, c'est super important. À l'ADI, on propose des solutions de micro-assurance où une simple responsabilité civile, c'est une dizaine d'euros par mois. Donc, sur l'ensemble des charges de la micro-entreprise, c'est des sommes qui sont tout à fait raisonnables et vous prenez un risque considérable à ne pas vous assurer un minimum en responsabilité civile. Je tenais à le dire, peut-être que je suis un ancien assureur quand j'étais à mon compte et que je suis sensibilisé sur la question, mais c'est très important. Hein. Oui, parce qu'on Virginie, je te redonne la main. oui, mais tu as raison. Je vois que tu as Pour le répondu. bâtiment, hein, moi, j'ai répondu à un charpentier. Est-ce qu'un charpentier doit avoir une décennale? Oui, à partir du moment où on touche aux grosses œuvres. Même une biennale si vous touchez aux petites œuvres. Donc, il faut se protéger. Parce qu'effectivement, il y a aussi des clients malveillants. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez l'obligation, on l'a dit à plusieurs fois et on insiste parce que voilà, la micro-entreprise, c'est une vraie entreprise. Donc, on a quand même quelques règles à observer. Donc, la tenue d'un journal, hein, des recettes et des dépenses. Donc, si vous avez vraiment deux activités distinctes, je ne sais pas moi, fabrication de bougies et animation d'atelier, eh bien, d'un côté, vous aurez la tenue du chiffre d'affaires pour les ventes des bougies et de l'autre côté du cahier pour tout ce qui va être animation des ateliers. Donc, très important. Important aussi, et j'attire votre attention, c'est que pour la première année, vous n'avez pas d'indemnité journalière. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous n'avez pas de revenus de remplacement. Alors, je sais, mes chefs d'entreprise, ils ne sont jamais malades. Ils n'ont pas prévu d'être malades. Voilà. Mais c'est important de le savoir. Peut-être qu'il est important de se rapprocher d'un assureur, d'un mutualiste, de sa banque peut-être, pour voir si il existe un petit contrat de prévoyance pour se protéger. Alors, non pas de la gastro ou de la grippette, hein, mais plutôt vers des pathologies style accident ou éventuellement pathologie plus sérieuse type cancer, qui fait que vous ne pourriez pas avoir d'activité pendant plusieurs mois. En ce qui concerne la validation des trimestres, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein, donc, effectivement, plus vous avez de chiffre d'affaires, plus vous aurez de trimestres validés. Et puis, l'immatriculation, ça, on n'en a pas parlé. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein, donc, depuis le 1er janvier l'année dernière, il n'y a qu'un seul site pour créer son entreprise. Hein, donc, c'est le site de l'INPI ou formalité.entreprise.gouv.fr. Hein, donc, il y a plusieurs portes d'entrée, mais on atterrit toujours sur le site de l'INPI. Hein, donc, c'est là, effectivement, où on doit faire les créations, les modifications et éventuellement la radiation. Voilà. Je reviens sur l'assurance. Sébastien pose une question. L'ADI propose donc une responsabilité civile professionnelle ou un partenariat pour en souscrire une. Alors effectivement, derrière, il y a un gros assureur qui s'appelle AXA, si ce n'est que ce sont des conditions qui sont négociées et que l'ensemble des conseillers ADI en France, en fait, sont formés et diplômés. Nous sommes à l'ORIAS, donc en fait, vous souscrivez dans les agences ADI et c'est nous qui faisons toutes les démarches. Ce n'est pas simplement une orientation vers un assureur. Derrière, c'est un contrat AXA Assurance, pour être clair. Et puis, une deuxième question, j'ai dit prendre à minima une responsabilité civile. Idéalement, il est préférable de prendre quoi en plus? Eh bien, tout simplement d'assurer vos biens. Si vous avez un local, il faut les assurer en incendie, il faut les assurer en dégâts des eaux, il faut les assurer
en vol. Et lorsque vous travaillez de chez vous, il faut savoir que l'assurance habitation ne couvre que les biens personnels. Donc, si vous avez des biens professionnels dans votre maison, du matériel, du stock ou des choses comme ça n'est pas couvert par votre assurance habitation. Donc, vous avez deux solutions. La première, c'est de souscrire un contrat spécifique. Par exemple, elle a dit, ça s'appelle le contrat multirisque professionnel sans local, qui va couvrir vos biens professionnels à l'intérieur de votre maison. Puis vous avez une autre solution qui consiste à aller voir l'assureur de votre assurance habitation, de lui dire j'ai une activité qui se passe partiellement à mon domicile et j'y stocke du matériel professionnel, et il va vous faire une extension de garantie pour biens professionnels. C'est les deux solutions qui vous sont proposées. Voilà. Une petite question de Tatiana, pardon, qui est très pertinente. En micro-entreprise, peut-on prendre des employés? Oui, on est une vraie entreprise, j'insiste, on a les mêmes droits. La seule chose à vérifier, c'est que le salaire et les cotisations que vous allez verser pour votre salarié, est-ce que vous êtes bien dans votre abattement fiscal? Sans quoi, eh bien, ça ne sera pas rentable. Voilà. Et j'ai une question. Et qu'est-ce qui se passe quand on est reconnu travailleur handicapé, RQTH? Alors, c'est la même chose au niveau de l'entreprise. Par contre, et là, je reprends ma casquette entreprendre en Nouvelle-Aquitaine où dans chaque département, nous travaillons avec d'autres opérateurs. Il faut savoir que quand on est travailleur handicapé et que l'on prépare son projet, vous pouvez bénéficier d'un service qui s'appelle l'AGFIP, qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement individuel à la préparation de votre projet et d'une prime au démarrage qui peut atteindre les 5 000 euros. Alors, je ne vous dirai pas qui est l'interlocuteur puisqu'en fait, il change par département. Donc, venez nous voir aux portes ouvertes, on vous dira dans chaque département vers qui vous tournez. Et de toute façon, ça passe par une prescription de France Travail ou de Cap Emploi. Voilà. Alors, Peggy me demande, doit-on faire un bulletin de salaire? Donc, j'imagine que si on a un salarié, effectivement, on doit faire un bulletin de salaire. Pour ça, vous avez un service gratuit de l'URSSAF qui s'appelle letztese.fr qui peut vous accompagner pour faire les déclarations. C'est gratuit, vos déclarations pour établir vos fiches de paye, le fiche de paye de vos salariés. Ça fonctionne un peu comme la page ou le CESU. Donc, vous adhérez, c'est gratuit. Et puis, voilà, vous dites, ben voilà, j'ai pris, je ne sais pas moi, Tata Janine pour me tenir le banc la semaine de Noël, de telle date à telle date, je lui ai versé tant. Ça va calculer les cotisations sociales, ça va faire la fiche de paye. Et c'est un service gratuit de l'URSSAF. Voilà. Eh bien, puisqu'on parle des services de l'URSSAF, effectivement, que ce soit l'URSSAF ou Aladi, nos interventions en conseil et en aide à la création d'entreprises ne se limitent pas à un webinaire. On a des services qui sont proposés en ligne et en présentiel. Donc, Virginie, je te laisse présenter les services de l'URSSAF. Alors, nous avons un site dédié qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr sur lequel vous avez donc une messagerie sécurisée. Vous pouvez faire vos déclarations en ligne, avoir les attestations dont vous avez besoin, attestation de vigilance si vous faites des marchés publics ou pour un assureur éventuellement ou pour un client. Demandez effectivement un échéancier si à un moment ou l'autre vous avez un problème de trésorerie. Posez des questions en direct. Voilà, dans quelle je fais une activité, je ne sais pas trop si je suis en BIC ou en BNC, eh bien, via votre messagerie, on vous répondra. Vous avez aussi un accueil personnalisé pour les entreprises qui s'appelle, je vais vous le mettre, en ligne, qui s'appelle Mes premiers mois. Mes premiers mois, je ne sais plus taper, avec l'URSSAF. C'est un site dédié à la création d'entreprises. Vous avez une newsletter auquel vous pouvez vous abonner avec plein d'informations. Et puis un petit cursus où voilà, ce que je dois faire le premier mois, ce que je dois faire le troisième mois, sur quoi je dois être vigilant. Et pas mal d'informations aussi sur tout ce qui va être prestations en matière de santé, donc des liens vers la CAF, des liens vers la santé, des liens vers la CARSAT. Voilà, donc on vous accompagne, les micro-entrepreneurs, pendant 9 mois, le temps que vous soyez, entre guillemets, autonome et puis que vous puissiez voler de vos propres pas.
Voilà. J'ai une question de Tatiana. Elle a dit, peut-elle nous aider à maintenir le lien avec l'URSSAF correctement? Ben, vous le voyez aujourd'hui avec Virginie, ce sont des échanges de tous les jours. Oui, effectivement, les liens entre l'ADI et l'URSSAF sont très étroits. Nous avons même une convention de partenariat annuelle. Et lorsque des personnes viennent nous voir à l'agence ADI et qu'ils ont une petite problématique avec l'URSSAF qu'ils ne savent pas comment régler, nous savons faire la mise en lien. Ça peut passer par des questions directes auxquelles l'URSSAF nous répond immédiatement, ou parfois par la prise d'un rendez-vous avec un conseiller de l'URSSAF, parce que ça mérite une discussion un petit peu plus pointue, mais les relations entre l'URSSAF et l'ADI sont excellentes et quotidiennes, donc le lien est véritablement là. Donc, il y a des questions sur les formations à la gestion, donc je vais y répondre. D'abord, dans un premier temps, vous dire tout ce que vous pouvez faire avec l'ADI aussi en termes de services. Hein. Donc, je vous l'ai dit, vous allez sur adi.org, vous pouvez construire votre projet en ligne. Si vous savez que vous avez besoin d'un financement derrière, on peut même programmer des rendez-vous individuels en agence et en présentiel si vous préférez pour travailler votre préparation de projet. Nous avons des formations collectives avant et après la création, et y compris en gestion d'entreprise. Voilà. Et le plus simple, effectivement, si vous avez des questions ou des besoins d'accompagnement ou des besoins de financement, c'est de venir nous voir le 9 février. Au matin dans les agences ADI qui sont vraiment dans toutes les villes de Nouvelle-Aquitaine. On vous reçoit sans rendez-vous, on prendra le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions et pour déterminer avec vous le parcours que vous avez à mener pour pouvoir mener à bien votre projet. C'est notre cœur de métier, c'est aussi notre plaisir. Donc n'hésitez pas à pousser la porte des agences. Voilà. Alors, l'agence la plus proche de l'île d'Oléron, où se trouve-t-elle? Ah oui, l'île d'Oléron, on est loin, c'est beau, mais c'est loin. Alors, nous avons une agence à Saintes et une agence à La Rochelle. Il y a des permanences à Rochefort. Et nous avons une conseillère qui peut se déplacer jusqu'à Marennes si vous en avez besoin. Donc, si vous avez besoin de prendre rendez-vous, vous appelez le 09 69 328 110. Vous allez arriver sur notre plateforme qui saura vous orienter pour un rendez-vous le plus rapide et le plus proche de chez vous. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro 09 69 328 110. Voilà, je crois qu'on arrive à... On a un petit peu débordé comme d'habitude, mais je trouve on est trop bavard, Virginie, on ne peut pas s'empêcher. Alors, Voilà. je peux vous orienter. On a une chaîne YouTube qui s'appelle URSSAF Officiel, sur laquelle il y a pas mal de petites vidéos qui peuvent vous accompagner hein, au-delà de l'URSSAF, mes premiers mois avec l'URSSAF, qui est plutôt bien faite. Et puis, pour un jeune public, il y a aussi une appli TikTok qui s'appelle Je gère ma boîte, où là aussi, il y a pas mal de petites vidéos pour vous accompagner hein, dans les premiers mois de votre création. Alors, peut-on avoir le téléphone? Alors, je ne sais pas si c'est l'URSSAF, mais si c'est l'URSSAF, c'est 36, pardon, je perds ma voix, 36 98. Après, pour l'ADI. Alors, attends, je les mets directement sur le chat. Donc, URSSAF 36 98, ADI 09 69 32 90. Voilà. C'est une plateforme, mais ce n'est pas juste une plateforme de prise de rendez-vous. Les gens qui vous répondent, ce sont des conseillers de l'ADI qui connaissent très bien nos métiers, nos services d'accompagnement, nos services de financement. Donc, ils prendront le temps de discuter avec vous au téléphone pour vous apporter la réponse la plus appropriée. Donc, n'hésitez pas à téléphoner à ce numéro-là. Voilà. Nous, on vous remercie beaucoup pour tous ces échanges, pour toutes ces questions. C'est toujours très riche et c'est un plaisir de pouvoir y répondre. On vous attend dans les agences. Ne restez pas seul sur la préparation de votre projet parce que quand on est seul, on a du mal à savoir par quel bout prendre les choses et parfois il y a des réponses qui sont très simples à donner, mais quand on les a pas, on reste dessus et on tourne un petit peu en rond. Donc, nous sommes des professionnels de la création d'entreprise, que ce soit à l'URSSAF ou que ce soit à l'ADI, et c'est notre métier de vous rendre service. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. On vous souhaite également une bonne journée à vous tous. Une belle réussite. Voilà, une belle réussite et on vous dit à très bientôt. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.